Vous pensez connaître Bourvil ? C'est le Benet le plus tendre du cinéma français. Le compagnon d'infortune de Louis de Funès dans La Grande Vadrouille, ce film qui a fait rire la France entière pendant plus de 40 ans. C'est le chanteur de la tactique du gendarme et des crayons. Cet homme à l'accent normand et au regard de coqueur battu, qui inspirait une sympathie immédiate, presque familiale. Mais derrière le rire, derrière la grimace du pitre, se cachait une réalité que personne n'a vu venir. Car l'histoire de Bourvil n'est pas celle d'une star qui s'est éteinte trop tôt. C'est celle d'un père qui a choisi de souffrir en silence pour offrir à ses enfants le plus difficile des cadeaux, la normalité. Un homme qui, pendant 1000 jours, a joué le rôle de sa vie, celui d'un homme qui ne meurt pas. Et 50 ans plus tard, ses deux fils ont accompli quelque chose que 99% des héritiers de légende ratent complètement. Restez jusqu'à la fin pour savoir la vraie vérité. 28 juillet 1917. Prétot, Viquemard, Seine-Maritime. André Rimbourg naît orphelin. Son père meurt de la grippe espagnole en 1918 sans l'avoir jamais connu. Pas de figure paternelle, juste une mère courageuse, Léontine, et un beau-père agriculteur qui lui apprend la terre, les vaches, le travail avant l'aube. Cette enfance dans la glaise normande, André ne l'oubliera jamais. Même quand il gagnera des fortunes, même quand tout Paris l'adorera, il gardera cette méfiance instinctive envers les paillettes. Il sait ce que c'est que de ne rien avoir. Il sait ce que c'est que la précarité. À 8 ans, il chante dans les foires. À 15 ans, il monte à Paris avec 50 francs en poche. Il chante dans les cours d'immeubles pour quelques pièces. Il dort dans des chambres de bonne glaciale. Il a faim. Souvent. C'est là qu'il comprend. La célébrité est un métier, pas une identité. Un métier fragile. Qui peut s'arrêter du jour au lendemain ? Bal de Fontaine-le-Dain, Normandie. Il rencontre Jeanne Le Fric. Pas une actrice, pas une mondaine. Une fille de la terre, comme lui. Solide, vraie. Elle ne cherche pas la gloire. Elle cherche un homme. Ils se marient le 5 juin 1943, en pleine occupation. Pas de tapis rouge, pas de photographe, juste deux personnes qui se choisissent pour la vie. De cet amour naissent deux garçons. Dominique, le 28 avril 1950. Philippe, le 18 mars 1953. Et dès le premier jour, André impose sa loi, mes fils ne seront pas des fils d'eux. Imaginez la scène. Paris, année 1960. Bourvil est au sommet. Il tourne avec Gabin, de Funès, Verneuil. Il gagne des fortunes, les producteurs se l'arrachent. Il pourrait offrir à ses fils une vie de prince. Mais non. Dominique et Philippe vont à l'école publique. Pas de chauffeur privé, pas de vêtements de luxe, pas de passe-droit. Aucun professeur ne doit savoir qui est leur père. Aucun camarade ne doit les traiter différemment. André refuse qu'ils apparaissent dans les magazines. Il refuse qu'ils soient photographiés sur les plateaux. Il refuse qu'ils profitent de son nom pour obtenir quoi que ce soit. Dominique se souviendra. Jamais, jamais, ils ne se sont servis ni de mon frère, ni de moi, pour essayer de se faire valoir. Pourquoi cette rigueur ? Pourquoi cette austérité ? Parce qu'André a peur. Peur qu'ils deviennent des enfants gâtés. Peur qu'ils ne sachent pas se débrouiller le jour où lui ne sera plus là. Peur que la célébrité les écrase au lieu de les porter. Il veut qu'ils aient des vrais métiers. Des métiers sérieux. Des métiers qui ne dépendent pas du bon vouloir d'un producteur ou du caprice du public. Il ne sait pas encore à quel point cette obsession va se révéler prophétique. La Grande Vadrouille sort en salle. 17,27 millions d'entrées. Record absolu. Bourvil est au firmament. Il a 49 ans. Il est au sommet de son art, de sa gloire, de sa puissance. Il tourne film sur film, Le Cercle Rouge, Le Cerveau, L'Arbre de Noël. Il enchaîne les plateaux. Il est infatigable. Les producteurs l'adorent, professionnel, ponctuel, humble. À la maison, c'est le bonheur simple. Jeanne, Dominique 16 ans, Philippe 13 ans, des vacances en Normandie, des repas en famille, des blagues au coin du feu, tout est parfait. Mais le destin, ce vautour, plane déjà au-dessus. Tournage du film Le Tatoué. Bourvil fait une chute à vélo.
Douleur trop vive, trop persistante. Il consulte. Examen, radio, analyse. Le verdict tombe, implacable. Maladie de Calor, cancer de la moelle osseuse. Le médecin est en formel. 3 ans, peut-être 4, pas plus. Bourvil a 50 ans. Et c'est là que Bourvil va accomplir son chef-d'œuvre. Il décide de ne rien dire. Pas au public. Sinon c'est fini, plus aucun producteur ne voudra de lui, plus aucune assurance ne le couvrira. Fini les plateaux. Fini la vie qu'il connaît. Pas au producteur. Pour les mêmes raisons. Et surtout, pas à ses fils. Dominique a 17 ans, Philippe a 14 ans. Pourquoi les écraser sous ce poids ? Pourquoi gâcher leurs dernières années d'insouciance ? Pourquoi transformer leur père vivant en fantôme qui attend la mort ? Non, il va jouer. Jouer jusqu'au bout. Jouer l'homme en bonne santé. Jouer le père solide. Jouer celui qui ne meurt pas. Regardez ce que devient la vie de Bourvil. Le jour, il tourne. Le cerveau. L'arbre de Noël, le cercle rouge, le mur de l'Atlantique. Il tourne avec une énergie de désespoir. Il sait que chaque film est peut-être le dernier. Il veut laisser quelque chose. Il veut que l'argent continue à rentrer pour Jeanne et les garçons après sa mort. La chimiothérapie lui fait perdre ses cheveux. Qu'à cela ne tienne, il porte une perruque dans le mur de l'Atlantique. Personne ne remarque rien. Sur les plateaux, il souffre le martyre. Une anecdote glaciale, lors d'une scène de bagarre, un partenaire maladroit lui arrache en partie l'oreille. Bourvil, pâle, se contente de murmurer à son fils présent sur le plateau « Il m'a raté, il m'a vraiment fait mal ». Pas de cri, pas de plainte, juste cette phrase doucement. Il ne se plaint jamais. Le soir, il rentre chez lui, épuisé, rongé par la maladie. Et il fait bonne figure. Il raconte des blagues. Il demande comment s'est passée l'école. Il joue au père normal. Dominique et Philippe voient leur harmonie leur père changer, maigrir, ralentir, mais ils ne savent pas. Pas vraiment. Dominique confiera plus tard « Je savais que c'était un cancer, et un cancer sérieux, mais je n'ai pas eu l'occasion de discuter beaucoup de ces questions-là avec mon père, parce que j'avais 20 ans quand il est mort. » 20 ans. À peine adulte, clinique du Val-d'Or Saint-Cloud. 16h30. Bourvil s'éteint. Il a 53 ans. 1095 jours après le diagnostic. La France est en deuil. Les journaux titrent « Des millions de Français pleurent. On lui fait des funérailles nationales quosti à la Madeleine. » Le tout Paris est là. Mais pour Dominique, 20 ans, et Philippe, 17 ans. C'est un séisme intime. Ils se retrouvent orphelins d'un père qu'ils adoraient, mais qu'ils n'ont pas eu le temps de connaître en tant qu'adultes. Un père qui les a protégés jusqu'au bout, peut-être trop. Automne 1970. Tout le monde attend de voir ce que vont devenir les fils de Bourvil. Vont-ils tenter une carrière d'acteur, surfer sur le nom ? Vont-ils dilapider l'héritage dans les fêtes parisiennes ? Vont-ils se perdre dans la drogue et l'alcool comme tant d'enfants de stars ? C'était mal connaître l'éducation Rimbourg. Les deux frères prennent une décision radicale, ils vont faire exactement ce que leur père voulait. Des métiers sérieux, loin des paillettes, loin du spectacle. Dominique choisit le droit. Pas le droit des affaires, pas le droit du divertissement, le droit pénal, les prétoires, les dossiers criminels, la réalité la plus crue de la justice française. Il s'inscrit au barreau de Nantes, pas Paris, Nantes, loin des mondanités, loin des tentations. Il trace sa route sans jamais utiliser le nom Bourvil comme un sésame. Ses clients ne savent parfois même pas qui est son père. Il défend, il plaide, il gagne, il perd, il vit. Mais ce n'est pas assez pour Dominique. Il a hérité de son père cette obsession du service. Il veut être utile, vraiment utile. Il s'engage au Parti socialiste. Par conviction, pas par opportunisme. Il monte les échelons. 2007, il est élu député de la Loire-Atlantique. 2012, il devient président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Imaginez, le fils de Bourvil, président de la commission des lois, celui qui vote les textes qui régissent la République. À l'Assemblée, ses collègues le respectent pour sa rigueur juridique, sa connaissance des dossiers, son intégrité. Beaucoup oublient qu'il est le fils du plus grand comique français. Il porte des costumes gris, il a le verbe précis, l'air sérieux, il est l'antistar par excellence. Pourtant, dans son regard,
Parfois, on retrouve cette lueur de bonté, cet héritage invisible du père. Philippe, lui, pousse la rigueur encore plus loin. Il choisit les chiffres, les équations, l'économie, la finance. Il ne sera pas banquier, il sera chercheur, professeur. Aujourd'hui, en 2026, Philippe Rimbourg est professeur de finance émérite à l'Université Paris, un Panthéon-Sorbonne et Sciences Po Europe. Il est l'auteur d'ouvrages de référence sur la finance de marché, évaluation des actifs financiers, ingénierie financière, des livres au titre austère qui feraient probablement sourire son père. Imaginez le contraste. Le père chantait « La tactique du gendarme ». J'ai fait tomber dans un fossé / un automobiliste qui m'avait pas salué. Le fils enseigne les produits dérivés et les stratégies de couverture à des étudiants en master. C'est presque un pied de nez. Une forme d'humour involontaire et tendre. Philippe a réussi l'exploit d'être un nom dans son domaine, le professeur Rimbourg, sans que personne, ou presque, ne fasse le lien avec le comique. Les deux frères sont restés extrêmement discrets. Ils ont épousé des femmes qui n'étaient pas du milieu. Ils ont élevé leurs propres enfants, Dominique en a 2, Philippe 1, dans le même anonymat protecteur que celui qu'ils ont connu. Ils gèrent l'œuvre de leur père avec une vigilance de tous les instants. Refus des publicités indignes, refus des colorisations de films ratés, refus de l'exploitation commerciale vulgaire, ils sont les gardiens du temple, mais des gardiens invisibles. Ils n'apparaissent qu'à la télévision que très rarement, souvent pour des documentaires hommages, toujours avec cette même pudeur. Ils ne racontent pas de potins, ils parlent de travail, de respect, de la Normandie. Lorsqu'on les voit aujourd'hui, hommes mûrs aux cheveux gris, 75 et 72 ans, on est frappé par la ressemblance. Pas tant physique, même s'il y a quelque chose dans le regard, mais moral. Ils dégagent cette absence de prétention, cette solidité tranquille, cette bonté discrète. Ils ont prouvé qu'on peut être les héritiers d'une légende sans être écrasé par elle. Aujourd'hui, en 2026, regardez le résultat. Bourvil avait peur que ses fils soient des ratés, ou pire, des enfants gâtés, incapables de se débrouiller, écrasés par le poids du nom. Il avait tort de s'inquiéter. Ses fils sont devenus exactement ce qu'il espérait, des hommes libres, un avocat pénaliste devenu député et président de la commission des lois, un professeur de finance émérite, référence dans son domaine. 2 hommes qui ont construit leur vie sur leurs compétences, leur travail, leur intégrité. Pas sur le nom de leur père. Bourvil a réussi ce que 99% des stars ratent complètement. Il n'a pas laissé des héritiers brisés qui passent leur vie à se reconstruire. Il n'a pas laissé des parasites qui vivent de la rente du nom. Il n'a pas laissé des fantômes qui errent dans l'ombre d'un père trop grand. Il a formé des hommes debout. L'histoire de Bourvil et de ses fils est une leçon de vie. Elle nous rappelle que la gloire n'est que de la fumée, que les applaudissements s'arrêtent, que les films vieillissent, mais que la seule chose qui reste, c'est l'éducation qu'on donne, l'amour qu'on laisse, les valeurs qu'on transmet. Bourvil est parti trop tôt, à 53 ans, en pleine gloire. Il a pleuré en silence derrière son masque de clown, il a souffert le martyre sur les plateaux, il a caché sa mort à ses propres fils, pour qu'ils puissent vivre, pour qu'ils puissent rire. 1000 jours de mensonges par amour. Et 54 ans plus tard, la réussite silencieuse et digne de Dominique et Philippe est sans doute la plus belle des critiques, le plus beau des bravos que l'on puisse adresser à cet acteur immense. La petite orphelin de Prétot-Viquemar qui chantait dans les cours d'immeubles pour quelques pièces, le paysan normand qui gardait les pieds dans la glaise même au sommet de la gloire, le père qui a choisi de mourir en silence pour que ses enfants vivent en paix. Il n'a pas seulement réussi ses films, il a réussi ses fils. Et ça, aucun César, aucun triomphe au box-office, aucune standing ovation ne pourra jamais l'égaler. La Normandie se souvient, la France se souvient, mais surtout, Dominique et Philippe se souviennent, et ils vivent comme ils l'auraient voulu, libres, dignes, debout,